Rebonjour, nous allons pouvoir continuer le déroulement de cette journée avec cette nouvelle intervention. Je profite d'être devant vous pour rappeler que le chat est un espace convivial et que vous pouvez poser des questions. Nous essaierons autant que faire se peut de les poser aux intervenants dans la limite du temps disponible. Nous recevons aujourd'hui François Feujas et Cédric Sylvestre qui vont nous parler de comment déployer un écosystème de solutions en entreprise. Bonjour à tous, je m'appelle François Feujas, je suis le dirigeant de la société Oxybox. Oxybox est une solution de cyber-résilience, c'est-à-dire qu'on va permettre le retour à la normale ultra rapide après une perturbation quelle qu'elle soit, mais en particulier après une cyberattaque. Et en ce moment, évidemment, notre sujet majeur, c'est la capacité à redémarrer après un ransomware. Et donc ça, c'est une solution qu'aujourd'hui, on commercialise, qui compte plus de 1200 clients, qui sont en immense majorité de la TPE-PME. Je suis par ailleurs le président de l'association FIRST, c'est ce qui nous regroupe ici aujourd'hui. Et au sein de cette association FIRST, je suis épaulé par le talentueux Cédric Sylvestre de chez Olvid. Bon Dieu, bonjour à tous. Donc Cédric Sylvestre, je suis cofondateur d'Olvid. C'est une société experte en cryptographie. Et nous venons de lancer notre premier produit, qui est une messagerie instantanée, qui ressemble terriblement à WhatsApp, mais qui, contrairement à WhatsApp, Telegram, Signal et toutes les autres, la sécurité ne repose plus sur un serveur centralisé, sur un annuaire des utilisateurs. C'est la première fois au monde qu'on arrive à échanger de personne à personne sans faire confiance à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pas de tiers de confiance, pas de serveur, surtout pas de faire confiance en fait, donc à l'éditeur de la solution. Et on est vraiment dans une logique en fait, donc, du zéro trust, qui est une tendance qui est en train de s'affirmer sur le marché. Et je suis également cofondateur effectivement du collectif FIRST, d'où ma présence. Alors, effectivement, le sujet de cet atelier, c'est comment déployer un écosystème de solutions en entreprise. Et quand on parle d'entreprise, nous, on va s'intéresser à la taille de l'entreprise. Donc, il y a des verticaux qui ont chacun leur spécifique, mais il y a quelque chose qui va réunir beaucoup d'entreprises, qui est leur taille et donc leur capacité à acheter, leur capacité à s'équiper en cybersécurité. Et la raison d'être, justement, de l'association FIRST, c'est cette capacité à adresser les entreprises de plus petite taille. Donc, on va s'intéresser aux TPE-PME. Alors, on n'a pas mis de curseur strict sur ce que c'est qu'une PME, mais ce qui est intéressant en s'intéressant à cette segmentation par taille, c'est que ça nous permet également de pouvoir répondre aussi bien, de répondre donc aux besoins de tous les métiers et également de répondre aux besoins des collectivités territoriales, puisqu'en fin de compte, une collectivité territoriale de petite taille, petite mairie par exemple, a des besoins et une typologie de besoins qui est extrêmement similaire, et des problématiques qui sont extrêmement similaires à une TPE, PME de taille identique. On a construit notre ambition chez FIRST, et ce qu'on est en train de construire, c'est justement une offre globale, lisible, qui soit donc facile à comprendre, à appréhender et à acheter par la TPE-PME. La table ronde qu'on a menée ce matin, Cédric, tu n'étais pas, mais que j'ai menée ce matin avec Mathieu Isaya de chez The Greenbow, qui est également partie de nos membres, et le député Philippe Latombe, portait justement sur les problématiques, les enjeux du secteur de la TPE-PME. Donc, on ne va pas revenir sur les enjeux, puisqu'ici, on va s'intéresser à la solution que nous, aujourd'hui, on est d'ores et déjà capable d'apporter, et surtout, pourquoi est-ce qu'on choisit de construire cette solution de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est deux fondateurs de sociétés qui sont différentes, qui n'ont pas d'actionnariat commun d'ailleurs, en tout cas pas à ma connaissance, et qui ont choisi de se regrouper. Et on est 6 autres sociétés au sein de FIRST qui ont choisi de se regrouper pour effectivement construire une offre et une démarche commune et globale afin d'arrêter d'être ce que Henri Verdier appelait ce matin un troupeau de chats, mais pour effectivement agir non pas comme une meute, mais en tous les cas pour agir comme un écosystème cohérent et uni. Alors effectivement, la taille de l'entreprise permet en fait d'identifier 2 interlocuteurs. Soit vous avez un sachant, un expert, ça s'appelle un DSI, un RSSI, c'est-à-dire quelqu'un qui est à même de comprendre ce que vous faites. Et là, en fait, en termes de marketing, vous n'êtes pas forcément dans du marketing, mais vous êtes déjà dans de la certification ou dans des questions en fait donc assez techniques. Soit, lorsque vous prenez l'autre champ, c'est en face des entreprises dont le cœur de métier n'est absolument pas l'informatique et qui n'ont pas d'interlocuteur. Et on se retrouve avec 2 populations qu'il faut en fait donc adresser. D'une part, en fait, le directeur donc, de cette PME
qui a pour travail de gérer des matrices de risque en permanence, dont le risque en fait donc informatique. Il comprend très peu les activités de cybersécurité. Il n'a pas forcément envie d'entrer dans le détail. Il a simplement un écho qui provient de la médiatisation grand public, donc des attaques informatiques. Ça lui suffit pour avoir quelques mots-clés. Mais quand il prend conscience de la menace, il se retrouve, lui, en tant que patron d'entreprise, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a un écart énorme entre une peur, en fait, qui sont véhiculées par les médias grand public et qu'est-ce que je fais, en fait, au quotidien. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, comme je vous l'ai dit, son cœur d'activité, c'est certainement pas, en fait, la sécurité, en fait, donc informatique. Il se concentre sur ce qu'il sait faire. Et ça veut dire qu'il a tendance à externaliser la gestion, en fait, donc, du risque. Et comme dans toutes les PME, on a toujours deux amis. Le premier, c'est l'expert comptable. On se tourne toujours vers lui pour l'ensemble en fait, donc, des problématiques financières, fiscales, donc sociales. Et le deuxième, c'est souvent en fait son distributeur de fournisseurs en fait, donc, informatique. Et là, First a l'ambition d'aller à la fois sensibiliser et former en fait, le client final, mais aussi et surtout les distributeurs donc, de produits informatiques. Alors, j'insiste sur une chose, c'est qu'effectivement, on parle d'ambition, on parle de plan. C'est un plan qu'on est en train d'exécuter. Ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà effectivement au contact aussi bien de ce qu'on appelle le channel, donc l'ensemble des distributeurs informatiques et bureautiques, qu'effectivement en échange avec des assureurs et en échange avec des experts comptables. L'intérêt de cette stratégie et l'intérêt justement d'adresser le marché de cette manière-là, c'est de pouvoir bénéficier de relais locaux et en fait de déporter la compétence au plus près des utilisateurs. L'ambition pour les distributeurs, elle est simple, c'est-à-dire qu'un distributeur à valeur ajoutée, justement, il a la notion de valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils viennent majoritairement, ils ont tous eu à un moment donné à voir avec ou la bureautique ou les télécoms, qui sont deux secteurs qui aujourd'hui ne sont plus rémunérateurs pour continuer à faire exister des distributeurs de proximité. La cybersécurité, en revanche, est un secteur qui est en pleine expansion, mais c'est un secteur qui nécessite des compétences techniques fortes. Notre travail majeur, c'est de pouvoir sensibiliser, ça c'est relativement facile et c'est déjà bien démarré, notamment parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le travail que mène Cybermalveillance depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, dans ces volets-là. Hein. La première cible de Cybermalveillance, c'est justement ces distributeurs informatiques-là, qui sont aujourd'hui en cours de labellisation expert cyber. Et le deuxième chose sur laquelle on doit effectivement être vecteur de croissance et vecteur d'amélioration, c'est cette montée en compétences. La labellisation ne suffit pas. Je pense qu'ici, on le sait tous, et on est tous convaincus aussi bien à distance qu'en local. La compétence, ce n'est pas une formation une fois. La compétence, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans le temps. Et toute la démarche que nous proposons de mener ici, c'est effectivement de pouvoir les accompagner dans le temps sur cette montée en compétences afin de pouvoir s'assurer que les utilisateurs finaux, les bénéficiaires de leurs prestations de cybersécurité, puissent avoir tout simplement le conseil de meilleure qualité, le service de meilleure qualité possible. Ce qui est également central, ça va être notre capacité à adresser largement, et ça passe effectivement par des opérations de sensibilisation à grande échelle, à destination des utilisateurs finaux, pour pouvoir également se positionner efficacement sur l'ensemble du marché, pouvoir protéger efficacement, notamment en s'appuyant sur le secteur de l'assurance. Alors, pour enchérir, en fait, donc nous, on a observé 2 choses dans les petites entreprises. C'est que, de toute manière, la première chose, c'est que on ne va pas construire une solution logicielle intégrée comme Office 365 ou comme Google Suite. Et je pense en fait que, je ne sais pas si un jour il y aura un acteur américain qui arrivera en fait donc à créer cette offre en fait logicielle extrêmement intégrée avec un parcours utilisateur en fait donc hallucinant. Ça a pris en fait 30 ans. Donc on a des éditeurs américains pour le faire. Ça a été financé très largement par des subventions en fait donc le public, qui fait qu'aujourd'hui dans le monde les solutions sont surtout américaines. En France, on a des super intégrateurs, on n'a pas d'éditeurs en fait, de solutions. Donc, il ne faut pas avoir de naïveté quand on arrive en fait, dans une PME. Les gens en fait, ont besoin d'automatisation, de quelque chose en fait, de facile en fait, à déployer, et il y a des suites en fait, logicielles. En revanche, dans un certain nombre de cas, il est nécessaire d'apporter en fait, donc, des briques qui va en fait, donc, leur permettre en fait, de lutter contre les cyber en fait, donc, attaques. Alors, il se trouve que de manière en fait, donc, assez générale,
tout le monde est passé sur Office 365 ou sur Google Suite. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de cas, mais peut-être assez réduit, pour des documents en fait très sensibles. On ne veut absolument pas que la NSA ou que le gouvernement américain puisse prendre connaissance des messages, parce qu'ils peuvent le faire avec le Cloud Act. Dès que vous êtes sur Microsoft, ça veut dire que la NSA et le gouvernement, c'est exactement ce qui se passe sur les serveurs, parce que vous êtes en train de travailler avec un éditeur, en fait, fournisseur de solutions en fait, donc américaines. Donc ils ont le droit de regard de ce qui se passe. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de demander l'autorisation, ils peuvent le faire. C'est ça, en fait, la force, en fait, des éditeurs donc, américains. Une fois, en fait, que j'ai dit ça, n'empêche que, nous, notre prétention, c'est d'apporter, en fait, donc, quelques briques qui peuvent être installées facilement dans les entreprises, que ce soit un VPN, que ce soit une messagerie instantanée comme Olvit, que ce soit une solution de cyber donc, résilience pour la sauvegarde, en fait, donc, de données, et qui va quand même apporter dans l'usage et quotidien des produits en fait, donc, informatiques, quelques briques qui vont vraiment permettre de lutter contre les cyberattaques. Et donc, nous, notre positionnement, c'est d'avoir une approche extrêmement pragmatique en fait, des besoins des utilisateurs. On n'est pas naïf, on sait qu'ils ont besoin de traitement de texte, un tableau Excel, en fait, donc de choses extrêmement pragmatiques. En revanche, ils ont besoin quand même de briques qui leur permettent de leur apporter un niveau de sécurité donc, suffisant. La plupart, de toute façon, donc maintenant, des entreprises se font cyberhacker. La plupart ne le savent pas. On est rentré, on l'a dit ce matin, lors de différentes conférences, dans des guerres, en fait, dans une guerre qui est totale économique. Les premiers principaux, en fait, donc, attaquants, ce sont, en fait, donc, les États. Il faut vraiment se prémunir contre ce type d'attaque. Ce qui est tout le discours autour de justement des suites logicielles intégrées est extrêmement pertinent parce que ça fait partie de la base de notre réflexion. Excuse-moi François, je te coupe une petite seconde. Vas-y. On a une petite question pour Cédric au niveau de ce qui se passe vis-à-vis du Cloud Act. La question est, est-ce que même sur les data centers Azure hébergés en France, le Cloud Act est-il inévitable? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que de toute manière, quelle que soit la localisation en fait, donc, des serveurs, donc les États-Unis peuvent prendre connaissance en fait, donc, des messages. C'est pour ça que à aparté, nous on a fondé Olvit parce qu'on arrive à prouver mathématiquement que le serveur ne voit absolument rien passer. Et finalement, on est agnostique de la localisation du serveur. Que le serveur en fait finalement soit en fait donc sur le territoire français ou sur le territoire en fait donc américain, peu importe. C'est-à-dire qu'on décide et on le prouve mathématiquement que l'enjeu de la localisation du serveur n'est plus le sujet. Et ça, c'est vraiment un très bon moyen. D'ailleurs, de manière très provocante, on a mis notre serveur pour la messagerie en fait, gratuite chez AWS. Si jamais en fait, l'État américain voulait regarder en fait, ce qui se passe sur les serveurs, il peut tout à fait en fait, donc, le faire. Il ne verra absolument rien parce que tout est chiffré, les données et les métadonnées. Donc oui, c'est important d'aller en fait, vers des solutions qui de plus en plus évitent de se poser la question de l'hébergement des solutions et donc l'hébergement des données. Très bien, il y a encore une autre question pour toi, Cédric, qui va concerner cette fois Olvit. Mis à part l'absence de serveurs centralisés, quelles sont les valeurs ajoutées d'Olvit par rapport à Signal en matière de sécurité informatique? Eh bien justement, le fait en fait, quand WhatsApp a changé ses conditions d'utilisation et a demandé aux utilisateurs, est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir en fait faire en sorte que quelques métadonnées vont être transférées à Facebook. Donc, ça a permis de se rendre compte que WhatsApp appartenait en fait à Facebook et surtout en fait c'était en fait officialiser une pratique qu'ils font en fait donc déjà. Et donc nous ce que l'on dit, c'est que passer sur Signal ne règle absolument pas le problème. Pourquoi? Parce que vous passez d'une technologie. Il faut savoir que Signal a vendu sa technologie à WhatsApp. C'est exactement la même technologie, c'est-à-dire que vous avez quelque part sur le sol américain un serveur. Il se trouve qu'il y a moins de métadonnées qui traînent en fait sur Signal, mais il y en a quelques-unes. Vous pouvez en fait savoir qui parle à qui, à quelle heure, à quelle fréquence. Ce sont déjà des éléments en fait qui sont importants. Et vous faites confiance à Signal, dont la nature même donc de Signal, c'est une fondation. Et donc vous pouvez imaginer, vous faites plus confiance à une fondation parce que philosophiquement, ils ne vont pas exploiter vos données personnelles. Mais imaginons qu'il y a quelqu'un de malveillant en fait chez Signal, vous ne le saurez pas. Il pourra en fait quand même regarder en fait ce qui se passe sur le serveur et éventuellement commettre en fait donc des actes que vous ne souhaiteriez pas qu'il fasse sur votre propre donnée. Donc le modèle de sécurité qui fait que Signal reste un modèle de sécurité sur un serveur centralisé reste en fait donc un modèle qui pour nous n'est pas le bon parce qu'on a un paradigme qui est très fort chez Olvit, c'est qu'on pense que tout serveur a vocation à se faire hacker. Plus le serveur en fait justement contient des éléments sensibles et notamment des clés de chiffrement,
ou des pseudonymes qui permettent en fait d'essayer de regarder qui utilise en fait la messagerie, plus il va être attaqué. Et de plus en plus, nous on pense que de toute manière, ceux qui vont être le plus en plus cyber attaqués, c'est les solutions de cybersécurité, parce que c'est vraiment là où on peut imaginer qu'il y a des éléments peu confidentiels. Et un deuxième élément, en fait, après, je ne veux pas reprendre de temps en fait, donc, sur lui, parce qu'on est là pour parler en fait, donc, de First, mais c'est que nous, bien souvent, quand on fait la cryptographie, on regarde ce qu'il y a sur l'étagère, on agence et on crée des produits. Nous, on est reparti des briques qui n'existaient pas, on les a en fait donc inventées. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une excellence cryptographique et pas partir en fait sur une base de librairie qui existe déjà, dont le niveau de sécurité n'arrive jamais en fait donc à arriver. Ça plafonne toujours à un certain. Je ferme la parenthèse. Je vais revenir sur la question de l'écosystème et sur la question en fait, de la plateforme intégrée. L'exemple d'Office 365, vous savez tout à l'heure, est parfait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous choisi de basculer vers Teams ou vers Google Meet quand est arrivé le confinement? On a choisi de faire ça parce qu'on ne l'a pas vraiment choisi. Parce qu'en fait, dès qu'on créait un rendez-vous dans Google Calendar, on avait tout de suite un lien vers un Google Meet, où Teams était tout simplement là, de la même manière, interfacé avec Outlook, facile d'accès, etc. Et ça illustre parfaitement la force de l'écosystème. Et un autre exemple que j'aime beaucoup donner et que j'ai déjà donné ce matin, donc je m'excuse pour qui c'est la deuxième fois, c'est que j'ai récemment acheté une maison et qu'il fallait que je change le thermostat de la chaudière, ce qui est un sujet absolument passionnant. Et j'y connais strictement rien en thermostat, mais comme beaucoup d'ingénieurs, j'ai un côté un peu maniaque où j'ai voulu creuser la question. Puis je me suis aperçu de deux choses, que un, j'en avais vraiment rien à foutre des thermostats, que deux, le sujet était compliqué, et que trois, ce que je voulais, c'était quelque chose qui juste allait fonctionner. Du coup, le thermostat Nest de Google, il m'intéressait. Pourquoi il m'intéressait? Parce que j'ai un smartphone Android. Et donc, j'ai la garantie que je vais avoir un truc que je vais installer, qui va s'interfacer avec mon smartphone, donc il va savoir si je suis dans la maison ou pas pour chauffer, etc. Et c'est cette facilité d'utilisation qui, encore une fois, fait la force d'un écosystème. Donc, quand on est Google, quand on est Amazon, quand on est Microsoft, c'est très facile puisqu'on a beaucoup de moyens. On a accès à des fonds auxquels personne n'a accès en Europe, on va se le dire franchement. Et donc, il y a la capacité de construire son écosystème soi-même. On est tout seul, mais on peut se construire un écosystème de solutions qui est complètement cohérent. Ça, on ne l'a pas en Europe et on ne l'a pas en France. Donc, pour être capable d'amener des solutions qui soient aussi faciles à déployer et à administrer et qui soient aussi rassurantes en perception et en lisibilité pour un dirigeant de TPE-PME, la solution, c'est de construire un écosystème par nos propres moyens. C'est ce que First fait. La mission de First, c'est pas d'être un concurrent de l'ACN, d'être un concurrent de Zappos. La mission de First, c'est de construire quelque chose qui soit complètement unifié, qui soit une offre qui soit lisible, qui soit compréhensible et dont les produits individuels fonctionnent entre eux, avec un standard, par exemple, que du coup on définirait à 16 mains, puisqu'on est 8, pour pouvoir effectivement ouvrir, être le noyau d'un écosystème qui soit compatible avec First et qui permette d'ouvrir. L'association, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'on n'a même pas présenté ça, mais l'association, elle s'appelle First, ça veut dire French Industrials for Resilience, Security and Trust. On a choisi un acronyme en anglais parce qu'effectivement, on a des ambitions à terme européennes. On a choisi un acronyme, mais on a choisi un acronyme en anglais qui commence par French. Donc, on a fait un équilibre quand même. Et encore une fois, l'ambition, c'est non pas que nos solutions fonctionnent ensemble au détriment des autres solutions, c'est pas de créer un truc de plus, comme ça a été évoqué ce matin, mais c'est de créer l'anneau qui va nous gouverner tous, en fin de compte. Mais en tous les cas, voilà, une plateforme ouverte sur laquelle chacun pourra facilement s'interfacer. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, que First travaille avec l'ACN à ces questions d'interopérabilité avec l'ensemble du terreau français. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? Premier job, c'est former les distributeurs. Donc, pour les former, on a dans le collectif First une société qui s'appelle Scylla et qui fait de la formation sur la cybersécurité. Donc, c'est une plateforme, il y a un abonnement. Les distributeurs vont pouvoir en fait, donc, se connecter et suivre un certain nombre en fait, donc, de formations, de sensibilisation sur la cybersécurité, plus en fait, donc, de la formation sur les produits que l'on propose. Donc, c'est important d'avoir une plateforme avec de la formation pour déjà sensibilisation et puis en fait également se former. Deuxième chose, la deuxième en fait chose, c'est de proposer des produits simples dans lesquels les gens ne peuvent pas se tromper.
vous savez que 95% des fuites de données proviennent non pas de la malveillance, mais de la négligence. Grosso modo, vous mettez dans les mains un outil qui n'est pas suffisamment sécurisé, la personne va forcément se tromper. Exemple, quand vous chiffrez par exemple du mail, alors moi je trouve que c'est une très mauvaise idée d'essayer de vouloir chiffrer du mail parce que vous n'arrivez pas à tout chiffrer. Il y a des métadonnées en clair, le nom de la pièce jointe, l'objet en fait donc du mail, les destinataires. Donc grosso modo, vous avez déjà pas mal d'informations, même quand vous chiffrez du mail, vous avez quand même pas mal de métadonnées en fait qui ressortent. Peu importe. Mais si vous avez la possibilité dans une messagerie d'avoir un petit cadenas et puis hop, il faut absolument l'activer pour que ça porte en fait donc un chiffré, vous êtes sûr que sur 1000 personnes, il y en a un qui ne va pas le faire sur un document en fait qui est sensible. Donc notre paradigme, c'est aussi de dire que quand vous mettez dans les mains une solution où les gens peuvent se tromper, ils se trompent. C'est ça ici. D'où l'idée d'avoir des solutions où les gens ne peuvent pas en fait se tromper. Et donc, on va proposer, une fois qu'on aura formé en fait donc les distributeurs, des offres en fait qui sont packagées, qui sont des offres en fait commerciales pour des outils qui sont faciles en fait donc, à utiliser par tout à chacun. Nous, on part du principe qu'il faut faire du marketing. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des produits qui sont certifiés, on est certifié ANSI, The Green Board, qui est une autre start-up en fait, donc, du collectif First, est également certifié en fait, donc ANSI. Les PME ne sont pas forcément sensibles à la certification, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, en fait, une certification en fait, de l'ANSI. Les distributeurs, oui. Donc une fois qu'on a réglé en fait, le fait qu'on est sérieux, qu'on a les bons en fait, donc, certificats, il faut faire beaucoup de marketing, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon vocabulaire pour que, quand le distributeur s'adresse à son dirigeant en fait, de PME, des phrases simples, compréhensibles, et des outils en fait, qui sont faciles en fait, donc, à déployer. Donc il y a beaucoup de marketing en fait, donc, à faire pour redescendre des hautes sphères de la cybersécurité, des sachants et des experts, pour parler simplement à des gens qui peuvent utiliser en fait, les outils, prendre en fait, donc, les bonnes décisions. Et puis, donc, formation des distributeurs, des offres packagées, simples à déployer, et des travaux en fait dans le commun pour qu'on soit interopérable et pour qu'il y ait une expérience utilisateur la plus simple possible lorsqu'ils utilisent un VPN, une messagerie en fait, ou une solution de sauvegarde de données. Et en plus de ça, il y a également des partenariats qu'on doit nouer et qu'on noue pour sensibiliser les utilisateurs finaux. Je l'évoquais tout à l'heure, par les entreprises utilisatrices. On parle ici d'utilisateurs finaux, puisque nos utilisateurs sont des entreprises, notamment ceux qu'on a noués avec cybermalveillance, donc qui s'intéressent certes au channel, mais aussi aux entreprises utilisatrices, et également ce qu'on peut mener comme action marketing. Le marketing en cybersécurité, ou marketing pour des ingénieurs de manière générale, c'est souvent un peu un gros mot. Et comme la cybersécurité est majoritairement faite par des ingénieurs, le marketing est souvent un peu un parent pauvre, mal considéré. Et pour réussir et justement pouvoir être sexy, en fin de compte, on a besoin de faire le marketing qui va permettre de positionner les offres de manière attractive. Notamment, un exemple très concret d'action que Oxybox a mené, notamment auprès des collectivités territoriales, c'est que face à la recrudescence d'attaques par ransomware auprès des collectivités, Oxybox a choisi d'offrir sans engagement pendant 3 mois ces solutions pour pouvoir permettre notamment aux mairies et aux collectivités territoriales de s'équiper dès à présent, de ne pas attendre, et on régularisera la situation. On n'a pas le temps de faire des appels d'offres maintenant, c'est un peu le message, c'est-à-dire là, il y a une urgence, il y a une épidémie, donc pour couvrir l'épidémie, on vous équipe, on le prend sur nous, et on a 3 mois pour se mettre d'accord. C'est un peu ça le message général, afin d'éviter qu'il y ait un gâchis, en fin de compte, d'argent public. C'est-à-dire que quand on passe du temps à reconstruire des systèmes d'information, reconstruire un système d'information dans une mairie de 30 000 habitants, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte 500 000 €. C'est une vraie facture qu'on a vue chez un client que je ne vais pas citer, mais ça coûte 500 000 €. Donc là, on ne parle pas de rançon, hein, on parle juste purement de la reconstruction et de retrouver les données. Donc ça coûte, le risque cyber aujourd'hui auprès des collectivités territoriales coûte une fortune. Or, cet argent, c'est quand même de l'argent public, c'est de l'argent qui vient des impôts. En plus, les données qui sont manipulées par les collectivités territoriales sont des données qui sont particulièrement sensibles. Ça couvre les crèches, la petite enfance, tout ce qui a trait aux prestations sociales, vieillesse, etc. Donc, on est sur de la donnée nominative, la donnée ultra sensible. Et donc, il était important pour nous de pouvoir proposer une situation immédiate. Donc, évidemment, cette action-là, par exemple, c'est une action qui a vocation à être portée à terme par le collectif First, afin de pouvoir avoir une action de groupe sur les sujets. Quand on parle de sensibilisation, il y a un autre sujet qui est extrêmement important, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment de transition numérique, et que l'État parle de transition numérique. Donc il faut accélérer la transition numérique des TPE-PME.
c'est très bien. Mais si on envoie les TPE-PME vers le numérique sans prendre en compte les risques inhérents à ce numérique, donc si on ne parle pas de transition numérique sécurisée, on commet une énorme erreur, puisqu'en fin de compte, on les jette vers un risque qui est peut-être encore plus grand que celui qu'ils connaissent. Il y a un exemple extrêmement pratique, c'est qu'aujourd'hui, une TPE-PME qui a été forcée de fermer lors des confinements qui ont obligé les commerçants essentiels à fermer, qui a été incité à se mettre à la vente sur Internet, qui a pris un serveur chez OVH, qui a investi pour créer un site web, peut-être des dizaines de milliers d'euros pour créer un site web, bah, si elle n'a pas pensé à sa sécurité et qu'elle était hébergée dans le data center de Strasbourg, elle a potentiellement perdu beaucoup de cet investissement. C'est pour ça, et c'est pas pour dire le propos n'est pas de dire du mal d'OVH, le propos est que si l'entreprise avait été correctement informée, elle aurait eu une sauvegarde complète de ce qu'elle avait sur son serveur strasbourgeois, et elle aurait pu redémarrer en quelques heures après l'incendie. Oui, un élément en fait aussi qui est important, il se trouve qu'on est dans une société, me semble-t-il, où de plus en plus l'utilisateur final est adressé directement par des éditeurs en fait, de solutions. Donc, je pense qu'il y a une vraie naïveté en fait, de faire ça, parce qu'en fait, plus ça va, on le voit bien, même en tant que citoyen, il se trouve qu'avant, mais la population est assez jeune dans la salle, mais avant, quand vous alliez dans une mairie, vous aviez des formulaires, en fait, il y avait un agent de mairie qui y remplissait. Maintenant, c'est l'utilisateur, c'est le citoyen qui fait ça directement de la maison sur servicepublic.fr ou qui remplit les SERPA. Donc, de plus en plus, on demande au consommateur final de faire le job. Un patron, PME, de toute manière, il ne peut pas donc, le faire. Et nous, on croit beaucoup aux intermédiaires. Il y a encore des agents immobiliers, alors qu'il y a des gens qui s'appellent seloger.com. Pourquoi? Parce que quand il y a une expertise et une offre en fait, donc, de service, l'intermédiaire justifie en fait, justement sa rémunération. Eh bien, dans les entreprises, entre l'expert comptable et le fournisseur de solutions en fait, donc, informatiques, on pense en fait justement que ces deux types en fait, donc, de profils sont juste essentiels pour le patron de PME. Quand je vous donne un exemple, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à réfléchir sur la manière de couvrir le risque de la cyberattaque, donc l'assurance donc cyber. La première chose qu'on vous demande, c'est de remplir un formulaire. Il y a quelques points, vous le remplissez quand vous êtes DG d'une boîte. Et alors, vous avez la chance d'avoir un prestataire informatique, donc vous allez peut-être lui demander qu'il vous aide, mais c'est souvent le patron qui va le faire. C'est déclaratif, il peut se tromper, et puis c'est extrêmement en fait donc générique. Et encore une fois, c'est ce que je disais en fait au début de la conversation. Une fois qu'il a fait ça, il va se tourner vers un assureur. Et la question, c'est comment en fait voilà mon exposition au risque et qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pour ça que nous, dans notre collectif First, on a également Citalid, qui donne des cartographies pour mesurer l'exposition au risque cyber. Et on a également en fait, Arnaud Gressel, qui est un courtier spécialiste en cybersécurité. Et ce qui est intéressant, en fait, donc avec eux, en amont en aval, il y a une cartographie qui est possible pour quantifier le risque cyber. Et puis ensuite, vous avez, une fois que vous avez rempli votre formulaire et que vous balancez à votre assureur, eh bien, vous ne savez pas exactement quel type de produit vous devez mettre en face pour couvrir les éléments sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise. Donc, c'est pour ça très important de pouvoir proposer une offre de service, finalement, aux entreprises, c'est-à-dire possibilité de faire une cartographie, possibilité d'avoir en fait donc un courtier en assurance qui va pouvoir mesurer quelle est en fait votre exposition et quelle est la couverture dont vous avez besoin, possibilité d'avoir des vrais produits en face qui correspondent exactement en fait donc à votre besoin. Et c'est finalement une approche de l'offre de service que l'on propose. Il y a certes des produits qui sont poussés, des éditeurs donc de solutions, mais ça doit être packagé dans une note de service. Et une note de service, ça peut être portée par qui? Par le distributeur de produits informatiques. Et c'est important d'avoir en fait cette vision quand on parle de la cybersécurité. C'est des choses en fait qui sont compliquées et il faut justement donner la bonne parole, former, sensibiliser des gens qui sont techniquement en fait donc éclairés et qui trouveront les bons mots après pour expliquer ça en fait donc au patron. Surtout que la réalité du terrain de la TPE-PME, c'est que si on a la chance de pouvoir s'adresser aux dirigeants directement et lui proposer Olvid ou lui proposer Oxybox et qu'on le convainc, sa réponse doit toujours être « c'est très intéressant, mais il faut que vous voyez ça avec mon prestataire informatique ». Croire que chacun va devenir expert de la cybersécurité,
on peut en rêver parce que c'est une forme de monde idéal, ça peut nourrir nos nuits, mais dans la réalité, en l'occurrence, c'est complètement illusoire. Un chef d'entreprise, il fait énormément de choses et il est assailli d'énormément de contraintes. On ne peut pas lui donner en plus la contrainte de devenir ultra compétent en cybersécurité. En revanche, il doit avoir connaissance des risques. Et c'est sa responsabilité de faire en sorte que les bonnes décisions soient prises pour répondre aux risques. Par contre, être compétent pour le déploiement et la sélection d'offres de cybersécurité, c'est pas possible. Il va se reposer sur un conseil. Il a délégué ça. Son conseil, ça peut être un expert comptable, ça peut être son prestataire informatique interne, ça peut être son externe, pardon, ou ça peut être son assureur. Mais il y aura forcément, effectivement, un tiers dans la discussion, et autant que ce tiers soit compétent et soit lui-même formé. On voit trop souvent des prestataires informatiques qui ont une vue étroite, qui eux-mêmes vivent leur métier comme une contrainte et vivent les évolutions technologiques comme un mal nécessaire. C'est ça qu'il faut s'employer à sortir. On dit souvent que le maillon faible de la cybersécurité, c'est l'humain. Ça n'est pas vrai, dans le sens où ce ne sont pas tous les humains. Chacun, individuellement, ne porte pas la responsabilité du risque cyber dans son entreprise, par exemple. Chaque salarié, individuellement, ne porte pas cette responsabilité. Chaque salarié, c'est le dirigeant qui est responsable que, effectivement, ses salariés soient en mesure d'anticiper et d'agir. L'autre grand challenge pour adresser le marché à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a parlé d'interop, on a parlé de lisibilité de l'offre. Il nous manque un élément qui est très important, c'est l'industrialisation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous les éditeurs de cybersécurité ciblent d'abord les grands groupes? Parce que dans les grands groupes, il y a des spécialistes et surtout qu'une vente, c'est tout de suite un montant qui est très conséquent. Le problème, c'est qu'on a des offres qui sont vendues par des spécialistes à des spécialistes. Donc elles sont illisibles. Peut-être que la technologie est brillante et que le produit est brillant, mais elles sont complètement illisibles pour un dirigeant de TPE-PME qui, encore une fois, est un utilisateur pour qui l'informatique. Je le redis, Oxybox, on travaille avec plus de 1000 TPE-PME. Donc, des dirigeants de TPE-PME, j'en connais beaucoup. Et il y en a quand même certains, et plus d'un, qui se font imprimer leurs emails par la secrétaire. On n'est pas forcément à un niveau d'intérêt pour la technologie qui est très élevé. Pourquoi? Parce qu'à la différence d'un dirigeant de grande entreprise, le dirigeant de TPE-PME, il a un métier. Si vous dirigez une entreprise d'électricité, il y a de fortes chances que vous soyez électricien. Dans le médical, si vous dirigez un cabinet d'avocat, vous êtes avocat. Votre métier, c'est de plaider, c'est pas de gérer l'informatique du cabinet. Donc, tout ça fait que il y a... alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être sensibilisés, je n'ai pas renoncé à ça. Mais en revanche, ça veut dire qu'effectivement, on doit leur amener les choses comme quelque chose de positif, qui est générateur de valeur ajoutée, et qui n'est pas une contrainte supplémentaire comme a pu l'être le RGPD, le prélèvement à la source, ou les mutuelles obligatoires. Mais vraiment comme quelque chose qui soit porteur de valeur et donc porteur de sens. Question dans la salle. Ouais, quand vous parlez de valeur ajoutée pour l'individu au niveau de la formation, quel est votre avis sur la gamification, sur tous les risques cyber, en général, en entreprise, la mise en place de e-learning, la mise en place d'exercices de gestion de crise cyber pour l'implication justement du salarié? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est bien amené? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont faites qui pourraient être corrigées? Bon, je pense qu'on va répondre à deux. Je commence. Allez. Alors, tout d'abord, on l'a cité tout à l'heure, au sein de First, c'est une entreprise qui fait la formation en distanciel, qui s'appelle Scylla. Et je pense que pour l'engagement des équipes, toute solution qui va inclure de la gamification, c'est un plus. Ça rend le cours, on va faire simple, des cours magistraux, on en a tous eu. Les cours magistraux, c'est chiant. Même si le prof est drôle, au bout d'un moment, ça dure 2 heures et on écoute un mec qui parle. Donc le fait qu'il puisse y avoir de l'engagement qui, en fin de compte, donne une récompense, je veux dire, on est des animaux simples, en fin de compte, si on a une récompense après le cours, on le suit d'autant plus facilement. Si on a une gradation, ça permet effectivement d'augmenter l'engagement de l'apprenant, et ça c'est capital. Je le disais aussi tout à l'heure, la cyber, ça peut être perçu comme chiant. Alors je sais que c'est probablement bizarre pour les gens qui nous écoutent, c'est bizarre pour vous tous dans la salle, mais il y a des gens qui trouvent ça chiant. Donc c'est très important qu'à un moment donné, ça puisse être effectivement présenté quelque chose de ludique pour qu'encore une fois, l'engagement soit meilleur.
Alors, tout à fait. Et c'est comme en fait les hommes politiques qui font du TikTok et tout le monde, certains les critiquent, mais vous avez plus de chances en fait justement de toucher par exemple la nouvelle génération, de les sensibiliser, plutôt que de passer en fait dans un article du Figaro, en fait du Monde, dont le niveau en fait donc de gens touchés est beaucoup moindre. T'as pas un article dans le Figaro? Donc, si. Mais en tout cas, donc tout est bon. Tout est bon. Maintenant, une fois que vous avez sensibilisé, si vous ne mettez pas les bons outils dans les mains des personnes, ça ne sert absolument à rien. Et c'est ça, on entend beaucoup la formation, la sensibilisation, en fait, donc super, mais les gens ne sont pas en fait donc en mesure de savoir si telle messagerie ou telle solution ou tel VPN en fait donc est bien ou pas. Donc on en revient toujours à la même idée, c'est que certes vous sensibilisez et vous augmentez le niveau en fait moyen en fait donc de prise de conscience, mais vous n'avez absolument pas réglé en fait le problème. Donc les deux, c'est vraiment les deux jambes, c'est l'information, sensibilisation, mais après il faut vraiment trouver les bons outils, sinon ça se sert absolument. Et pour reboucler, je prends la question juste après, pour reboucler à la fois sur ta question et à la fois sur ce que je disais auparavant, le grand enjeu qui doit être résolu, et également pour la partie formation, c'est l'industrialisation. D'être capable d'industrialiser nos solutions, puisqu'il ne s'agit plus de couvrir les 40 entreprises du CAC 40, mais il s'agit de couvrir 4 millions de TPE, PME. Donc, la capacité à déployer les solutions en automatique, la capacité à justement ne plus avoir d'humain, en tout cas côté éditeur. Pour faire simple, quand vous aurez un compte sur Google, il n'y a aucun humain qui va regarder les détails du compte. Vous cliquez, 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 à la fin, le compte il est ouvert. Et ça, en plus, c'est une bonne expérience utilisateur. Donc, enfin, il faut avoir la même capacité à déployer des solutions massivement au sein des solutions de cybersécurité qui sont offertes, pour parler français, par First. Et ça, quand vous regardez l'écosystème de la cybersécurité en France, regardez bien, il n'y a quasiment aucun produit qui puisse être acheté en ligne, qui puisse être activé en ligne, qui ne nécessite pas que vous parliez à un humain, que vous ayez un devis, que vous rentriez dans un processus de vente qui soit complexe. Et ça, c'est un frein de plus à l'adoption. Et surtout, ce sont des coûts pour l'éditeur qui font qu'il ne sera pas en capacité à aller adresser plein de petits clients qui vont payer peut-être 20, 25, 50 euros par mois. Mais pourquoi le marché des PME, de la cybersécurité ne marche pas? Parce que ça, comme il faut aller attaquer entreprise par entreprise, c'est très compliqué. C'est pour ça que les très gros n'y vont pas. Et c'est pour ça que le tiers des salariés en fait, en France font des bêtises et se font cyberattaquer parce qu'ils sont mal adressés. Prends la question. Merci. Vous avez déployé un long développement sur l'intelligibilité de vos outils. Moi, j'ai souscrit à titre personnel. Vous appuyez dans le monde de l'entreprise, notamment dans vos PME, sur des vecteurs de confiance. J'ai bien compris que vous attardiez sur l'expert comptable notamment. Moi, ma question, c'était pourquoi ne pas intégrer la direction juridique, par exemple, ou alors la direction administrative et financière pour vous aider à déployer des outils internes beaucoup plus. Parce qu'il n'y en a pas dans les TPE. Vous n'avez pas de DAF, vous avez l'expert comptable. Enfin, sauf dans les ETI ou les PME en fait donc un peu grosses, mais vous n'avez pas le monsieur. C'est l'expert comptable très souvent. Pardon ? Tout n'est pas externalisé. Alors, tout n'est pas externalisé, effectivement, mais pour aller comprendre, acheter en fait, donc, de la solution en fait, donc, informatique, il faut quand même en fait, donc, avoir une capacité à comprendre, une grille de lecture, à comprendre et à juger un peu de ce qui est bien. Quand on parle des TPME, en fait, c'est vraiment les tout petits. Vous avez raison sur les TPE, ça, je suis d'accord avec vous. En fait, moi, ma logique, c'est aussi de dire, en fait, la direction juridique, le DAF, a un angle de vue en fait, sur la gestion du risque. Moi, je suis directeur juridique à titre personnel, en fait, dans une entreprise qui fait de la cyber. Moi, j'ai une vision du risque. Je suis pas cyber, je suis juriste. En tant que directeur juridique, moi, ma vision du risque cyber, c'est la cybercriminalité. Moi, j'ai un angle de vue, le DAF, il a un angle de vue. J'entends bien la remarque sur les TPE. Mais PME, il y a ensemble, la gestion de crise, à mon sens, c'est une gestion qui est. Alors, je ne fais pas de côté, hein, mais la gestion de crise, c'est une gestion avec l'ensemble des angles de vue différents. Je vous laisse. Oui, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. On ne parle pas de ne pas le faire. On parle de capacité à adresser le marché à l'échelle. Et donc, la réponse, elle est simple, c'est que dans nos cibles, il y a des TPE qui n'ont pas de DAF, qui n'ont pas de directeur juridique. Donc, évidemment, celles qui en ont, il est évidemment… De toute façon, de manière générale, la démarche que l'on mène ici, elle
pensées pour pouvoir adresser le bas du marché. Donc effectivement, on va parler, alors le bas du marché, c'est pas péjoratif, hein, mais enfin, les entreprises les plus petites. Et en fait, en faisant ce travail de lisibilité, on contribue à une lisibilité globale du secteur de la cybersécurité. Je vais donner un exemple très concret. Il y a un RSSI d'une entreprise de 30 000 personnes, je crois, dans le secteur pharmaceutique, qui était à côté de moi dans un dîner et qui me disait c'est très bien que effectivement il y ait une capacité à amener de la lisibilité à l'offre, parce que même moi, RSSI, compte tenu de mes contraintes, compte tenu de mes autres responsabilités dans l'entreprise, je n'arrive pas à suivre et à avoir une visibilité sur ce qui peut être innovant et qui peut être intéressant. Puisque même sur les entreprises de taille intermédiaire, on va parler d'ETI, 30 000 personnes, je pense qu'on est à peu près dans l'ETI, si je ne me trompe pas, le RSSI a beaucoup de responsabilités, donc il est aussi centré sur le travail qu'il a effectué en interne, la formation de ses équipes, la culturation de ses équipes, etc. Donc faire de la veille sur le marché en parallèle peut être assez compliqué. Et donc ça fait que même ce segment-là va être souvent trusté par des éditeurs qui vont amener des solutions tout intégrées, etc., qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, et pas forcément les plus pertinentes pour la cible sur laquelle ils se trouvent. Et pour finir là-dessus, parce que je vois que tu me fais des signes, et pour finir là-dessus, il y a une très grande dépendance. Donc, nous, on veut travailler avec des distributeurs, on veut les former, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de distributeurs. Mais sur les grandes entreprises, les éditeurs ont très souvent une très forte dépendance aux grands intégrateurs, aux grands faiseurs. Pourquoi? Parce que, et c'est vrai dans le secteur public d'ailleurs, les acheteurs ne savent pas acheter. Les acheteurs ne comprennent pas forcément bien ce qu'ils achètent et donc préfèrent faire des consultations auprès de sous-prestataires, auprès d'Atos, auprès d'acteurs de cette nature-là, qui vont leur amener des solutions, des offres tout en un avec tout dedans. Et donc, ils ne comprennent pas ce qui est packagé dedans. C'est arriver vers un de ces acteurs en disant « je veux de la cybersécurité », c'est très bien, mais du coup, on a complètement, c'est le même phénomène que la TPE-PME. Et dans une certaine manière, à bien des égards, l'État lui-même se comporte comme une TPE-PME et dit, oui, je vais le dire, j'ai besoin de stocker les données de santé dans un data hub, on va appeler Microsoft, on va consulter personne d'autre, ils sauront faire. Cette absence de lisibilité, cette absence encore une fois, s'ils ne comprennent pas l'écosystème, bien sûr qu'ils portent une part de responsabilité pour prendre sur mon exemple, mais c'est aussi de la faute de l'écosystème. Mais très bonne remarque. Juste en fait, pour rebondir très rapidement, 95% des fuites de données, c'est quand vous communiquez à l'extérieur. Qui communique à l'extérieur? Tout le monde dans l'entreprise. On pense en fait que les éléments confidentiels, c'est le top management. C'est l'intégralité. Et le département RH, le service juridique, eux, ils ont beaucoup d'éléments en fait sensibles quand ils ont des conseils extérieurs. Ceux qui sont très attaqués, c'est les avocats, en fait, les consultants. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute la matière grise dans l'entreprise qui transfèrent via un mail avec des tableaux Excel, ils ont absolument tout. Et c'est là, en fait, justement, que les fuites de données interviennent. Donc, c'est très important de s'adresser effectivement à tout le monde. Et on a vocation, je finirai en fait par là, on n'aime pas trop, nous, quand on fait la cybersécurité, avoir des solutions très, très adaptées à tel métier. On peut avoir des éléments, des suites ou des produits qui sont très génériques, pour que ce soit un DAF, un avocat, le DG ou le directeur en fait contremaître en fait justement en fait une boîte de production puisse en fait utiliser. Attention à ne pas trop segmenter les solutions en fait par métier, parce qu'après il y a trop de solutions, c'est trop siloté. Il faut des solutions génériques. Ça participe de votre objectif de lisibilité, je pense bien. Oui, mais absolument. Voilà, il y a des acteurs verticaux qui sont spécialisés métiers, c'est très bien. Mais éditeurs spécialisés métiers, strictement, effectivement, ça ne contribue pas à la lisibilité de tout segmenter par métier. L'enjeu de la cyber, je travaille l'enjeu de la cyber, à mon sens, n'a pas vocation à faire de la gestion tubulaire. Ça pas de... Voilà. On est d'accord. Très bien, merci messieurs. Je pense que vous représentez très bien ce que la France arrive à produire en termes d'excellence dans le monde du cyber. On est ce que la France a de mieux. Ce que la France a de bien plus niveau, voilà. En tout cas, je pense qu'on peut les applaudir.